Le but de cette séance est d'introduire les théories de jauge. Sans plus tarder, nous avons tous appris en électromagnétisme qu'on peut ajouter un gradient dans le potentiel vecteur sans que le champ magnétique ne change. Et pareil, le champ électrique ne change pas même si on ajoute un terme de dérivée au potentiel scalaire. C'est cela qu'on appelle une transformation de jauge. Et donc, le champ électromagnétique respecte la symétrie ion. La théorie de jauge ion, c'est dire juste que les champs physiques E et B ne changent pas sous la redéfinition des potentiels. Nous pouvons donc le généraliser ainsi avec un champ A. Alors, vous avez bien compris, tout l'électromagnétisme est contenu dans la symétrie de jauge ion. Il existe cependant plusieurs théories de jauge basées sur différents groupes de symétrie. On les appelle également groupes de Lie car ils viennent de l'algèbre de Lie. Le groupe de Lie SI2 décrit la force faible et SI3 décrit la force forte. Les groupes de Lie sont incroyables car on peut les combiner pour décrire une théorie plus générale. Et c'est précisément ce qu'ont fait Sheldon Glashow, Stefan Weinberg et Abdel Salam. C'est cela qu'on appelle le modèle électrofaible. Il suffit de prendre l'équation de Klein-Gordon et d'extraire le Lagrangien. Il sera composé d'un terme cinétique et d'un terme de potentiel. Le choix du potentiel est extrêmement important. Je vous expliquerai pourquoi. Cependant, il faut d'abord comprendre ce qu'est le problème de Yang-Mills. Si vous prenez le Lagrangien de Klein-Gordon dans la symétrie de jauge globale ion, celui-ci se conserve naturellement. En rendant la symétrie locale et en introduisant une dérivée convariante, on voit apparaître un deuxième terme dans le Lagrangien. Ce terme-là est appelé champ de jauge. C'est exactement le champ électromagnétique. Ce dernier ne possédant pas de terme de masse, donc le photon est de masse nulle. Ce qui est cohérent car la force électromagnétique est de portée infinie. Le problème de Yang-Mills vient quand on essaie d'appliquer cette méthode à la symétrie de jauge SU2. Avec SU2, on obtient la force faible avec des bosons sans masse. Ce qui signifierait que cette interaction est de portée infinie, ce qui n'est pas le cas. Très bien, maintenant vous avez compris ce qu'est le problème de Yang-Mills. Alors que le physicien américain d'origine japonais Nambu avait déjà obtenu le prix Nobel de physique sur ses travaux sur la brisure spontanée de symétrie, Higgs a choisi un potentiel. On peut avoir deux représentations pour mu carré positive et négative. Le premier cas, c'est lorsqu'il n'y a pas de brisure spontanée de symétrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la brisure spontanée de symétrie ne peut pas se produire n'importe quand. Elle s'est déjà produite à un moment donné de l'histoire de notre univers. Le premier cas correspond à un univers chaud et dense où les particules n'avaient pas de masse. Et toutes les particules touchaient le fond du potentiel. Alors qu'après la brisure, les particules se retrouvent au sommet du potentiel. C'est en ce moment que les particules ont le choix de tomber d'un côté ou de l'autre. En réalité, ce n'est pas la particule qui choisit, c'est le vide qui choisit une direction. Et ce choix de symétrie est appelé brisure de symétrie. Je vous donne l'exemple de la théorie électrofaible, qui est décrit par le groupe de symétrie SI2 fois I1. Après brisure, il ne restera plus que la symétrie électromagnétique. Pour arriver à faire tout cela, il faut rendre local le champ phi, ce qui détruit la conservation des Lagrangiens. On corrige tout cela en introduisant un champ de jauge. Le but de cette séance est d'introduire les théories de jauge. Dans la suite, nous allons décortiquer toutes les étapes du modèle standard. Il y aura une vidéo pour chaque étape. Et à la fin, vous devrez être en mesure de déterminer tout le modèle standard vous-même.